Madame Esther Seno, Monsieur le Président de l'UEJF national, cher Samuel, Monsieur le Directeur, Mathias Vichra, chers membres du bureau de l'UEJF Sciences Po, chers amis, chers tous. Il y a maintenant 3 ans, Élie Buzyn faisait trembler ses murs par le poids de son histoire. Je souhaite lui rendre hommage. Le courage dont il a fait part à la fin de sa vie pour témoigner et nous transmettre est précieux. Sans cesse, sans relâche, il a porté sa voix contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, racontant les atrocités qu'il a vues et a vécues. Ces paroles résonnent encore. Devenez les témoins des témoins que nous sommes. Élie Buzyn, c'est ce que vous vouliez de nous, et nous ne vous oublions pas. Nous portons ce devoir de transmission très à cœur, et vous n'êtes pas seul. J'ai aujourd'hui l'honneur de pouvoir vous accueillir, Esther Seno, dans ce même amphithéâtre, pour que votre histoire fasse de nous les témoins, des ambassadeurs de la mémoire, pour ces 6 millions de morts parce que juifs. Ce que nous allons vivre ce soir n'est pas qu'un simple témoignage. Vous portez la mémoire de ce que notre humanité est capable de faire dans ses pires retranchements. L'industrialisation de la mort, le massacre d'une population, l'organisation d'un génocide. Soyons conscients et écoutons précieusement vos paroles. Votre courage, Madame Seno, nous oblige et nous honore. Vous êtes la 6e d'une fratrie de 7 enfants. Israël, Maurice, Samuel, Fanny, Marcel et Achille. Vous avez grandi à Belleville et c'est ici que votre vie bascule. Vous êtes une battante. Le 16 juillet 1942, vous aviez 14 ans lorsque, avec votre petit frère Achille, vous entendiez par la fenêtre des hurlements. Vous voyez des personnes âgées sur des brancards en bas de chez vous. Ces femmes, ces enfants vous alertent. Votre famille est pour le moment épargnée. Vous décidez de courir prévenir votre belle-sœur dans un autre quartier. Le lendemain, à votre tour, il n'y avait plus personne. C'était la rafle du Veldiv. Et vos parents, votre frère, sont arrêtés, internés à Drancy et déportés à Auschwitz. Voilà le sort, ces 2 jours-là, de près de 13 152 familles juives, arrêtées par les autorités françaises, collaborateurs de la barbarie nazie. Vous voilà seuls, mais vous ne lâchez rien. Vous êtes arrêtés en 1943 et déportés à Birkenau. Vous y retrouvez votre grande sœur Fanny, dans les camps de la mort. Voilà jusqu'où peut aller l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie. Ce crime contre l'humanité ne doit pas rester oublié. Merci de nous transmettre. Merci de répondre à la parole de votre grande sœur. Promets-moi de dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres. Que cette espérance, émise par Fanny avant de connaître le sort le plus abominable qu'il soit, résonne dans ses murs. Esther Seno, merci d'être parmi nous, devant ce parterre d'étudiants et de témoins, pour porter haut cette promesse. Bonjour. Écoutez, il y a déjà une partie de mon histoire qui vous a été racontée. Alors je vais essayer de continuer. Voilà. Mes parents étaient polonais, ils ont émigré en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme et la misère qui régnait dans ce pays. Et nous nous sommes installés dans un quartier très populaire à Paris parce que nous avions déjà tous les autres membres de notre famille qui avaient émigré au début du XXe siècle et qui s'étaient installés donc en France en disant que c'était le pays de la liberté, de la démocratie, qu'on y était relativement bien accueillis. Et effectivement, nous nous sommes installés dans ce quartier de Belleville qui était un quartier à forte population d'émigrés. Évidemment, nous sommes arrivés, comme a dit monsieur, nous étions une famille nombreuse et nous habitions dans ce fameux passage rond, qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large, dans 2 pièces cuisine. Alors, vous voyez un peu... bon, alors disons que pour moi, je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi. Alors évidemment, pour parler de mon enfance, disons que ça n'a pas été très facile parce qu'en 1930, il y avait une grave crise économique mondiale, il y avait très peu de travail et c'était pas évident d'arriver dans ce pays avec une famille nombreuse et sans pratiquement aucun revenu. Alors la chance qu'on avait, c'est que mes frères étaient beaucoup plus âgés que moi et chacun leur tour arrivait à trouver des petits boulots pour qu'on puisse arriver à vivre à peu près normalement. Alors vu la promiscuité que nous avions dans ce petit logement de 2 pièces cuisine et nous étions 9 personnes, je peux dire que j'ai passé toute mon enfance, moi, pratiquement dans la rue.
Ça m'allait très bien parce que j'étais déjà très autonome et indépendante. Et vous savez que à l'époque, on était des petites bandes, des bandes d'enfants. On était, disons, inoffensifs. Mais enfin, notre domaine, c'était la rue. Et vous savez, ça m'a rendu beaucoup de services hein, d'être autonome déjà très jeune. Donc j'ai fait l'école maternelle dans ce quartier de Belleville et j'ai fait donc l'école communale jusqu'en 1940 à l'entrée évidemment des Allemands à Paris. Alors vous dire ce que je garde de mon enfance, je ne garde que des bons souvenirs. Disons que la vie n'était pas très facile, mais comme je n'avais jamais connu autre chose, et puis dans ces quartiers populaires, tout le monde avait à peu près le même niveau d'existence, donc il n'y avait pas de différence. Disons que il y avait beaucoup de gens qui venaient de toute l'Europe. Et il y avait beaucoup de solidarité entre ces différentes nationalités et religions. Hein. À ce moment-là, on n'entendait pratiquement pas dans ces quartiers populaires de parler de racisme ou d'antisémitisme. Ça se passait très très bien. Et puis finalement, j'ai fini jusqu'en 1937. J'ai un de mes frères qui avait... Mes parents avaient déjà demandé leur naturalisation en 1934, mais à l'époque, il fallait passer un petit examen. Disons qu'il fallait déjà parler correctement le français. Alors, ce n'était pas le cas de mes parents, donc ils ont été refusés, mais j'ai un de mes frères, lui, qui était adulte et qui a été fait naturaliser français. Donc, en 1937, il est parti faire son service militaire. Et à l'époque, le service militaire était de 2 ans. Et comme la guerre s'est déclarée en 1939, il n'a pas été démobilisé. Donc j'avais déjà un de mes frères qui était parti, mon frère aîné également. Et on est arrivé comme ça jusqu'en 1939 à la déclaration de la guerre. C'est-à-dire que la guerre s'est déclarée le 2 septembre 1939. Alors là, on a évacué les écoles de Paris en disant que Paris allait être bombardé. Finalement, comme la rentrée des classes à l'époque, ça faisait au mois d'octobre, on est resté un mois parti dans les campagnes environnantes et on a été envoyé chez nous. On a repris donc, disons, notre vie à peu près normalement, parce qu'il faut vous dire qu'entre 39 et 40, c'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Hein. Il ne se passait pratiquement rien. Alors ici, effectivement, il se passait peut-être des escarmouches aux frontières, mais vous savez, à l'époque, moi, en 1939, j'avais 11 ans, quand il y avait des événements qui se produisaient, on en parlait. Quand il y avait des événements comme ça, on n'en parlait pas devant les enfants, donc on continuait à être insouciant dans la rue, à aller de droite à gauche comme ça. Et puis finalement, malheureusement, il y a eu, arrivé en 1940, les Allemands ont décidé de faire une grande offensive. Donc en mai 1940, ils ont contourné la frontière française et ils ont envahi la Belgique, qui était un pays neutre. Et de là, évidemment, il y a eu, comment dire, la débandade de l'armée française. Alors l'armée française, évidemment, elle était réputée à l'époque pour être une des plus fortes d'Europe, et cette armée française a fini par capituler à peine un mois de cette offensive allemande. Alors évidemment, ça a été un désastre, parce qu'on ne s'attendait pas du tout qu'une armée aussi forte capitule en si peu de temps. Alors au fur et à mesure, évidemment, de l'avancée, vous avez une partie de la population belge qui a essayé de fuir devant l'arrivée des Allemands. Les Français, quand ils sont arrivés en France, il y a une partie de la population du Nord qui les a suivis. Et là, il y a eu cet exode sur les routes de France. Et à la dernière minute, disons que en 1940, l'Italie a déclaré la guerre à la France et les avions qui bombardaient ces réfugiés sur les routes étaient en partie de l'aviation italienne. Alors il y a eu une véritable hécatombe et au fur et à mesure évidemment de l'entrée des Allemands en France, quand ils sont arrivés, ils ont commencé par annexer l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdues pendant la Première Guerre mondiale.
Donc ces deux départements étaient rattachés au Reich allemand. Ils ont occupé le nord de la France, qui était devenu zone interdite, qui était rattaché au gouvernement allemand à Bruxelles. Et au fur et à mesure de leur avance, évidemment, ils ont fini par rentrer à Paris. Et là, arrivé fin juin 1940, le gouvernement français avait donc démissionné. Et c'est le maréchal Pétain qui avait reçu les pleins pouvoirs pour gouverner. Donc, à l'époque, quand il a reçu les pleins pouvoirs, il a demandé l'armistice. Il a signé l'armistice avec Hitler. Alors, une fois que l'armistice a été signé, évidemment, la guerre s'est arrêtée. Et les Allemands se sont arrêtés au bord de la Loire. Donc, ils occupaient le nord de la France. Donc, ils occupaient déjà une partie les deux départements qui ont été annexés. Et au fur et à mesure, là, ils se sont arrêtés au bord de la Loire. Et ils ont aussi la partie du nord jusqu'à la frontière espagnole. Toute la façade atlantique était occupée par les Allemands. Et l'autre partie, à ce moment-là, ils ont, comment on appelle ça, ils ont coupé la France en deux. Et ils ont fait une ligne de démarcation. C'est-à-dire qu'il y avait tout le nord de la France jusqu'à la Loire qui était occupé, la façade atlantique qui était occupée par les Allemands, et l'autre partie était administrée par le maréchal Pétain, qui s'est donc installé à Vichy, où là il a commencé à former son gouvernement, qui était un gouvernement très antisémite et d'extrême droite. Et là, au bout à peine 3 mois après, c'est-à-dire à partir d'octobre 1940, il a commencé, vous voyez, la France qui était complètement démoralisée par cette invasion allemande. Il y a eu quand même plus d'1 million de prisonniers de guerre français qui ont été envoyés en Allemagne. Alors évidemment, la France qui était complètement démoralisée, ben vous voyez, le maréchal Pétain, c'était pas son problème. Son problème, c'était de s'occuper des Juifs qui habitaient en France. Alors il a commencé à sortir des premières lois, ce qu'on a appelé le statut des Juifs. Il faut vous dire aussi qu'il avait passé un accord pour que la police française soit indépendante de la police allemande. Comme ça, c'est les Allemands qui donnaient les ordres, mais c'était la police française qui faisait le sale boulot. Et puis finalement, alors dans le statut des Juifs, la première loi qui est sortie, c'était d'aller dans les commissariats pour aller se faire recenser. Alors recenser, c'était de donner notre nom, l'appartement que nous occupions, le nombre de personnes qu'il y avait dans l'appartement, et sur les cartes d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué Juif dessus. Et à l'époque, quand Pétain a commencé à faire ce statut des Juifs, ça ne concernait que les Juifs étrangers. Ça ne concernait pas les Juifs français. Alors dans ce statut, vous aviez également l'interdiction aux professions libérales, qui étaient d'origine étrangère, de continuer à travailler. Donc vous aviez déjà toute une partie de cette population qui était déjà mise à l'index. Ensuite, il y avait le couvre-feu. Nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Il y avait tous les endroits publics, les cabines téléphoniques, les cinémas, les théâtres, les jardins, enfin tout ce qui était public était interdit. Et vous aviez même des panneaux sur des jardins publics où il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. Ensuite, dans les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier wagon. On n'avait pas le droit de monter dans les autres. Et en dehors de ça, au point de vue ravitaillement, comme les Allemands commençaient déjà à bien se servir, nous étions autorisés d'aller dans les magasins qu'à partir de 16 heures. Alors, évidemment, quand on arrivait, il y avait plus grand-chose. Alors évidemment, il y avait quand même, comme je vous ai dit au départ, une très forte solidarité dans ces quartiers populaires. Alors nous avions des voisins qui allaient faire les courses à notre place. Nous avions les commerçants qui nous gardaient quand même des choses pour pouvoir arriver à vivre correctement. Alors là, ça a été une période très difficile. Et moi, disons que j'ai quitté l'école donc en juin 40, quand les Allemands sont rentrés à Paris. J'avais 12 ans et demi quand j'ai quitté l'école. J'avais quand même réussi à passer mon certificat d'études, vous voyez, parce qu'à l'époque, quand on travaillait bien, on sautait de classe. Donc, j'ai quitté l'école en juin 40 avec mon certificat d'études. Et là, évidemment,
arrivé, la vie a commencé à être très très difficile. Et puis on est arrivé comme ça jusqu'en mai 1941. Et là, nous avons reçu une convocation, vous voyez, de la police. Alors évidemment, on nous a reproché d'avoir été se faire recenser. Mais quand nous sommes arrivés en France, on était très respectueux des lois françaises, vous savez. On était une communauté très discrète, on ne se faisait pas remarquer. Je me souviens à ma mère qui nous faisait la leçon de morale quand on allait à l'école en disant « Nous sommes des étrangers, nous avons été bien accueillis, faites attention, ne vous faites pas remarquer ». Vous voyez, on avait la leçon de morale avant d'aller à l'école. Alors pour vous dire qu'on était très respectueux des lois. Alors disons que comme c'était la police qui convoquait, c'est la police française, on ne s'est pas méfié, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, on n'avait jamais eu affaire à la police, et puis en plus de ça, dans ces quartiers, c'était une police de proximité qui nous connaissait. Ils savaient très bien qu'on ne leur posait pas de problème. Alors on a fait confiance. Alors j'ai deux de mes frères qui ont reçu donc cette convocation. Ce n'était pas une rafle, c'était juste une convocation de se présenter dans les commissariats pour affaires de famille. Et là malheureusement, ce jour-là, il y a eu 4000 personnes qui ont reçu cette convocation dans différents arrondissements de Paris. Et là, ils ont été arrêtés immédiatement. Ils avaient ouvert 2 camps d'internement dans le Loiret, à côté d'Orléans. Un qui s'appelait le camp de Pithiviers, l'autre le camp de Bonne-la-Rolande. Donc, ils sont restés pratiquement dans ce camp jusqu'en juin 1942. Et là, en juin 1942, Pétain a encore sorti une nouvelle loi pour aller de nouveau dans les commissariats de police pour acheter ce qu'on a appelé l'étoile jaune. C'est-à-dire c'était une bande de tissu avec l'étoile de David en noir et marqué juif à l'intérieur qu'il fallait coudre sur nos vêtements. Et ça pour les enfants à partir de 6 ans. Alors vous voyez déjà, on était déjà mis à l'index et là, ils commençaient à faire déjà la propagande pour avertir la population française, vous voyez, des caricatures pour que les Françaises puissent reconnaître les Juifs dans la rue. Alors c'est-à-dire, vous voyez, le nez busqué, les oreilles décollées, vous voyez comment on peut faire des caricatures. D'ailleurs, ils avaient ouvert sur les grands boulevards une exposition qui s'appelait Le Juif et la France, qui n'était que des caricatures de tous les hommes politiques d'origine juive, évidemment. Alors évidemment, quand on sortait dans la rue déjà avec les affiches, avec les caricatures plus l'étoile, alors disons que pour nous, moi en 42, j'avais 14 ans. Alors je ne savais pas avoir le faciès qui correspondait à la caricature, on passait quand même inaperçu. Hein. On mettait toujours une écharpe ou un gilet pour cacher notre étoile. Et on est arrivé, donc à partir de juin 1942, il y a eu les premières déportations de ces 2 camps d'internement qui se trouvaient dans le Loiret. Donc à l'époque, chaque transport qui quittait la France portait un numéro. Et mes 2 frères donc, ont été déportés en juin 1942 par le transport qui portait le numéro 4. Il y avait déjà 3 transports qui partaient, et chaque transport qui partait de France devait être un minimum de 1000 personnes. Alors de ces premiers transports qui sont partis en juin 1942, il n'y a pratiquement pas eu de survivants. Et puis arrivé donc... à partir de fin juin, il y avait quand même des bruits qui couraient dans le quartier en disant qu'il y allait avoir des rafles. Il y avait quand même quelques policiers qui n'étaient pas d'accord avec les ordres qu'on leur donnait, qui sont venus prévenir dans ces quartiers en disant il va y avoir des rafles, les hommes, il faut vous cacher. Alors évidemment, ceux qui ont été au courant de ces bruits qui couraient, les hommes se sont cachés et dans les appartements ne restait plus que des femmes, des enfants et des personnes âgées en disant bon, risque rien, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient jamais arrêté de femmes et d'enfants. Alors là, on est arrivé comme ça jusqu'au 16 juillet 1942, où là, il y a eu cette fameuse rafle qu'on appelait la rafle du Veldiv. Alors là, effectivement, on entend, vous savez, dans ce passage qui était quand même sur 4 mètres de large, on entendait des bruits dans ce passage. Et finalement, on a commencé à écouter les policiers qui montaient dans les étages en tapant aux portes, en disant prépare un petit bagage, parce que chaque policier avait la fiche du recensement pour arrêter tant de familles.
Alors ils montaient dans les étages, ils frappaient aux portes, vous aviez des femmes qui ne voulaient pas ouvrir, ils défonçaient les portes à coups de matraque pour les faire sortir de force. Et puis, avec, donc nous, à l'époque, il ne restait plus que dans l'appartement, il ne restait plus que mes parents. J'avais ma sœur qui avait 16 ans, moi j'avais 14 ans, j'avais mon petit frère de 11 ans. Alors on était tous à la fenêtre parce que nous, ce qu'on voyait, on entendait les bruits dans nos escaliers, mais on ne voyait pas ce qui se passait. On entendait les cris, on entendait des tas de choses, mais en se mettant à la fenêtre, on voyait les immeubles d'en face dans le passage. Alors c'est là que j'ai vu descendre des familles, des femmes avec des familles nombreuses, des personnes âgées sur des civières, et tout ça dans des cris. Vous pouvez imaginer tous les hurlements. Je crois que dans ce passage, ce jour-là, ils ont arrêté 65 familles. Et alors une fois que nous, on était toujours à la fenêtre en train de regarder, on comprenait absolument rien. Et puis tous ces gens étaient envoyés dans des autobus qui attendaient au coin de la rue. Alors vous aviez les femmes et les enfants étaient envoyés dans le camp de Pithiviers de Bonne-la-Rolande qui avait été vidé de ces hommes qui avaient déjà été déportés. Et les autres ont été envoyés une partie ont été envoyée au Veldiv et l'autre partie ont été envoyée au camp de Drancy qui était à proximité dans le nord de Paris, à proximité de Paris. Alors, le camp de Drancy, c'était une barre d'HLM tout en béton qui n'avait pas été terminée du fait de la guerre. Alors, donc, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait rien. Et toutes ces personnes qui ont été arrêtées, alors le jour de cette rafle du Veldiv, il y a eu 14 000 personnes qui ont été arrêtées, dont 4 000 enfants qui ont été arrêtés ce jour-là. Et puis, une fois que la rafle a été terminée, évidemment, ils ne sont pas venus chez nous. Peut-être que le policier qui avait les fiches devait être occupé ailleurs. Et ma mère qui était très inquiète parce que nous avions tous les membres de notre famille qui habitaient dans le même quartier, avait demandé à ma soeur et à moi d'aller voir ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il était advenu. Alors, j'ai quitté ma soeur donc, le 16 juillet, dans l'après-midi. Elle est partie de son côté. Et moi, ma mère m'avait demandé d'aller chez ma belle-sœur parce que mon frère qui était dans l'armée était marié, lui. Il habitait place de la République au début du boulevard Voltaire. Et donc, ma mère m'avait demandé d'aller voir chez ma belle-sœur ce qu'il en était. Donc, je suis parti. Et quand je suis arrivé devant l'immeuble, il y avait la gardienne qui était devant la porte et puis qui m'a dit, comme elle me connaissait, elle m'a dit, écoute, c'est pas la peine de monter chez ta belle-sœur, elle est cachée elle avait une chambre de bonne au 6e étage. Alors, je suis monté et j'ai trouvé ma belle-sœur là qui était dans ce grenier en pleurs. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, j'avais un petit neveu qui avait 4 ans à l'époque. Elle avait placé dans un home d'enfants pour les vacances du mois de juillet. Et c'était un home d'enfants qui se trouvait à La Varenne. Alors, évidemment, les rafles avaient eu lieu aussi dans les banlieues. Et les directeurs de cet établissement avaient été arrêtés pendant la rafle du Veldiv. Donc, tous ces enfants qui étaient des bébés, carrément des petits, étaient livrés à eux-mêmes. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais eu comment ma belle-sœur a été prévenue qu'il fallait aller récupérer les enfants. Alors, elle n'osait pas sortir parce qu'elle était connue dans le quartier, parce qu'il faut vous dire que vous aviez quand même une partie à ce moment-là de la population qui a quand même essayé de sauver pas mal de gens, puis vous aviez une autre partie qui dénonçait. Alors vous savez, elle n'osait pas sortir parce qu'elle était connue dans le quartier. Elle m'avait demandé si je pouvais aller récupérer mon petit-neveu qui était à La Varenne. Donc à l'époque, il y avait un petit train qui partait de la Bastille et qui allait jusqu'à La Varenne. Donc j'ai récupéré mon petit-neveu que j'ai ramené le soir, donc chez ma belle-sœur. Et là, comme il y avait le couvre-feu à partir de 20h, elle m'a dit, écoute, tu vas pas prendre le risque de sortir, de retourner chez toi, parce qu'il faut vous dire qu'au moment des rafles, les contrôles de police dans les rues de Paris, dans les gares, aux terrasses de café, ils faisaient des contrôles systématiques pour demander les papiers aux gens. Alors, dès l'instant, évidemment, vous n'étiez pas en règle, que vous aviez le tampon, les gens étaient immédiatement arrêtés. Alors, ma belle-sœur m'a dit, écoute, tu ne prends pas le risque de repartir chez toi. Donc, je suis resté dormir donc, avec elle et puis le petit dans cette chambre de bonne.
Et évidemment, le lendemain matin, je suis parti de bonne heure parce que, vous savez, à l'époque, à 14 ans, on n'avait pas l'habitude de découcher. Je pensais à mes parents. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser, une gamine de 14 ans qui ne rentre pas de la nuit, et surtout la veille, le jour de la rafle. Et puis finalement, quand je suis arrivé, je suis monté à l'appartement. Et là, évidemment, le policier était revenu. Ils ont arrêté donc mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Alors eux, comme ils ont été arrêtés que le 17 juillet, le lendemain, donc ils ont été envoyés directement au camp de Drancy et ils ont fait partie du convoi qui est parti au mois d'août, donc un mois après, en direction de soi-disant les camps de travail. Donc ils sont partis dans ces premiers convois. Évidemment, malheureusement, il n'y a pas eu de survivants. Alors évidemment, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements, donc on ne pouvait plus rentrer. Alors je suis redescendu dans le passage, je me suis caché derrière une porte cochère en pensant que, parce que j'avais quand même demandé aux gens qui habitaient là, parce qu'il n'y avait pas que des juifs qui habitaient dans ce quartier, si ma sœur avait été arrêtée avec mes parents. Ils ont dit non, ta sœur n'était pas avec eux, et ils ont été arrêtés que tous les trois. Alors je me suis caché derrière une porte cochère en pensant que ma sœur allait peut-être revenir. Et puis au bout d'un moment, voyant qu'elle ne revenait pas, je suis donc reparti chez la gardienne, là où habitait ma belle-sœur, en pensant que ma belle-sœur allait pouvoir s'occuper de moi. Et quand je suis arrivé, j'ai sonné cette dame, et puis elle m'a dit, oh bah t'inquiète pas, ta belle-sœur, elle est partie avec le petit, parce que mon frère qui était, quand il y a eu la débâcle de l'armée française, quelques-uns de son régiment avaient évité d'être faits prisonniers, et comme la ligne de démarcation n'était pas encore, quand il y a eu la débâcle, la ligne de démarcation n'était pas encore installée, donc il avait réussi à arriver jusqu'à Pau, qui était dans le sud de la France, dans la partie qui n'était pas occupée par les Allemands, et il avait réussi de trouver un passeur pour ma belle-sœur et mon neveu pour les faire franchir cette ligne de démarcation. Donc, alors la gardienne me dit, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. Alors évidemment, je suis resté planté devant elle. Puis j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, je ne sais plus où aller. Je pensais que j'allais pouvoir rester avec ma belle-sœur. Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge et elle m'a gardé une quinzaine de jours. Alors vous voyez, il faut vous dire qu'à l'époque, il y avait quand même des gens, j'ouvre une petite parenthèse, à l'avantage de la population française, c'est en France qu'il y a eu le plus de juifs de sauvés par la population française, dans toute l'Europe. Vous voyez, il y avait quand même des gens qui se sont rendus compte à ce moment-là, à partir de cette rafle où on arrêtait les femmes et les enfants, ils ont quand même commencé, une partie de la population, à se manifester. Alors donc, elle m'a gardé dans sa loge, évidemment, en prenant beaucoup de précautions, parce qu'il y avait des affiches qui étaient placardées en disant que les gens qui aidaient les juifs risquaient eux aussi de se faire arrêter. Alors, évidemment, vous savez, dans une loge de gardienne, les gens y rentrent, ils sortent, c'est pas évidemment de se camoufler. Et au bout de 15 jours, elle me dit, faut trouver une solution, parce que c'est dangereux pour toi et pour moi. Alors la solution, c'était évidemment de faire comme avait fait ma belle-sœur, c'était de franchir la ligne de démarcation pour rejoindre mon frère. Alors elle m'a trouvé un passeur, parce que par la suite, j'ai appris que cette dame faisait partie des premiers réseaux communistes qui déjà fonctionnaient dans Paris. Donc elle avait quand même pas mal de relations. Enfin, c'était très discret, parce que ça, je l'ai appris qu'après la guerre. Et puis finalement, elle m'a donc trouvé un passeur qui m'a emmené à la gare d'Austerlitz. Et là, il m'a donné un billet en me disant, tu montes dans le train, je ne reste pas à côté de toi, parce qu'évidemment, dans les trains, il y avait quand même pas mal de contrôles de police avant d'accéder à la gare dans les trains. Et je suis arrivé à Bordeaux. Et puis là, quand je suis descendu sur le quai, j'ai vu ce monsieur qui était sur le quai et qui accompagnait une quinzaine de personnes. Vous voyez, des familles entières qui l'accompagnaient, qui n'avaient pas été arrêtées. Alors évidemment, les gens qui n'avaient pas été arrêtés, tout le monde se précipitait vers ces passages de la ligne de démarcation. Alors il nous a expliqué qu'il avait réservé quelques chambres d'hôtel à Bordeaux, et que le lendemain on prendrait un car à la gare routière qui nous emmènerait à Mont-de-Marsan et qu'on passerait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes. Alors le lendemain matin on s'est préparé. Moi tous ces gens-là je ne les connaissais pas.
On s'était même jamais adressé la parole. Et puis le lendemain, on s'est préparé, et puis on a attendu, et ce monsieur n'est jamais revenu. Il avait encaissé l'argent de tous ces gens, alors on ne sait pas s'il a été arrêté ou s'il a été dénoncé, enfin, on n'a jamais su. Alors au bout d'un moment, tous ces gens sont partis, se sont dispersés, et moi je me suis retrouvé toute seule à Bordeaux. Alors là, ça a été la catastrophe, parce que, vous savez, 15 jours avant, j'avais jamais quitté pratiquement ni mon quartier ni mes parents. Alors vous savez, se retrouver toute seule dans une ville qu'on ne connaît pas, complètement démunie. Alors au bout d'un moment, j'ai demandé où était la gare routière. Alors j'étais là-bas et il y avait effectivement un petit minibus qui était dans cette gare routière. Mais alors c'était pas un minibus qui faisait des trajets réguliers, c'est-à-dire qu'il prenait des gens qui habitaient à Mont-de-Marsan et qui venaient travailler à Bordeaux. Et le soir, ils récupéraient les mêmes personnes pour les ramener à Mont-de-Marsan. Donc, ils connaissaient tous les gens qui montaient dans ce petit bus. Alors, je me suis mis devant la porte. Évidemment, les gens commençaient à monter. Et le chauffeur, me voyant devant la porte, il descend et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Où sont tes parents ?» Alors, évidemment, je lui dis « Non, je suis toute seule. » Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors, je lui dis « Où veux-tu aller ?» Je dis « Je voulais aller à Mont-de-Marsan. » Il me dit « Mais enfin, il a commencé à me questionner, il a vite compris. Alors il m'a dit, tu sais, c'est dangereux parce que tous les gens qui essaient de franchir la ligne étaient arrêtés à Mont-de-Marsan. Alors évidemment, comme à ce moment-là, Pétain avait donné l'ordre que d'arrêter des juifs étrangers. Donc dès l'instant où tous ces gens étaient arrêtés par la gendarmerie de l'époque, étaient mis en résidence surveillée, on leur retirait leur papier d'identité, leur argent, ils étaient là en attendant qu'on les renvoie vers les Allemands. Alors il m'a dit, bon, tu restes avec moi, moi je suis originaire de Mont-de-Marsan, je connais pas mal, parce que les gens du pays faisaient le passage clandestinement, mais sans se faire payer, hein. Ils essayaient de sauver un maximum de gens. Alors il a été trouvé plusieurs personnes qui connaissaient en demandant est-ce que quelqu'un veut aider cette petite à franchir la ligne. Enfin il a commencé à parlementer. Puis les gens se sont excusés en disant non, c'est trop dangereux, les lignes sont doublement gardées, en ce moment on ne peut pas passer, c'est trop dangereux. Alors évidemment au bout d'un pas mal de temps, ce monsieur commençait à plus savoir quoi faire de moi. Et il y a un jeune homme qui est arrivé sous entrefaite en disant « Écoutez, moi je connais bien la forêt parce que j'y travaille. Si vous voulez, je vous accompagne jusque-là et puis je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer. » Alors je suis donc parti avec lui. On est arrivé en bordure de la forêt des Landes où il y avait une très très grande étendue découverte. On apercevait la forêt au loin. Alors on est descendu dans un fossé. Il a commencé par m'expliquer que j'attende évidemment qu'il fasse nuit, hein, puisque fin juillet, il fait nuit à partir de 10h30, 11h du soir. Alors que, évidemment, qu'il fallait que je cours pour toute cette partie qui était visible. Et puis quand j'allais arriver dans la forêt, j'allais trouver une ligne de chemin de fer désaffectée que je devais suivre pendant pas mal de temps. Il m'a fait un croquis pour m'expliquer qu'à tel endroit, j'allais trouver des indications pour tourner dans un sentier à droite, dans un sentier à gauche. Enfin, il est resté une bonne demi-heure avec moi pour m'expliquer comment il fallait faire. Et puis ensuite, il est parti. C'était convenu comme ça. Alors j'ai attendu qu'il fasse nuit. Et puis quand il a commencé à faire nuit, évidemment, je suis sorti de mon fossé, j'ai couru, croyez-moi, à 14 ans, on court vite. Je suis arrivé dans cette forêt où, effectivement, j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai suivie pendant pas mal de temps. Et puis là, évidemment, arrivé au bout de la ligne, alors vous savez, sur les lignes de chemin de fer, même désaffectées, vous avez de la caillasse. Alors j'avais l'impression que tous les bruits se répercutaient. Alors vous savez, j'ai commencé à paniquer, à avoir peur, parce que vous savez, notre littérature de l'époque, quand on était jeune, à la bibliothèque, on prenait des livres, c'était contes et légendes, quand on était perdu dans une forêt, puisque tous les dangers qu'on risquait de rencontrer, alors vous savez, tout ça, ça me trottait dans la tête. Et j'ai marché comme ça toute la nuit, au hasard, sans savoir où j'allais. Et arrivé au petit matin, il devait être à peu près 5 heures, à peine, 5h30, commençait à peine à faire jour. J'ai aperçu une ferme au loin. Alors je me suis dirigé vers cette ferme. Et là, évidemment, il y a un chien qui a aboyé. Il y a un vieux monsieur qui est sorti de cette ferme en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans la forêt, hein, c'était pas courant ?» Je lui ai dit « Écoute, je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. » Alors il m'a dit « Tu voulais franchir la ligne ?» Je lui ai dit « Oui, alors je suis où là ?» Alors j'étais arrivé à Grenade-sur-l'Adour, qui était en zone libre. Vous voyez, j'avais réussi à franchir la ligne sans m'en rendre compte.
Et donc, il m'a demandé où je voulais aller. Alors, je lui ai dit, bah, j'ai mon frère qui est à Pau, mais moi, j'avais aucune notion où se trouvait Pau par rapport à l'endroit où j'étais arrivé. Et puis, je lui ai demandé, mais Mont-de-Marsan, c'est à quelle distance? Ben, j'avais quand même fait 15 kilomètres pendant la nuit. Alors, il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri. Ensuite, je me suis reposé et puis il m'a dit qu'il y avait un car qui partait à quelques kilomètres de là en fin d'après-midi qui allait à Pau. Alors là, c'était un car régulier. Alors il m'a emmené, il avait une charrette avec un cheval. Il m'a donc fait un colis avec de la nourriture, il m'a donné de l'argent. Et puis il m'a amené donc à l'arrêt de ce car. Et je suis arrivé donc à Pau en fin de journée. Et là, j'avais l'adresse de mon frère parce qu'à l'époque, on arrivait quand même à correspondre avec des cartes interzones. Vous voyez, c'était des cartes où on marquait je me porte bien. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose à écrire là-dessus, donc j'avais l'adresse de mon frère. Et alors, j'étais donc à l'adresse, évidemment. Quand mon frère m'a vu arriver, il a été un peu surpris en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je lui ai expliqué que toute la famille avait été arrêtée, que ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et de son fils, puisque je savais qu'ils étaient arrivés là-bas. Alors mon frère avait placé mon petit neveu dans une famille catholique à Pau, et ma belle-sœur, elle était partie dans le Cantal, dans un vieux village perché où il n'y a jamais eu d'Allemands, donc ils ont été cachés tous les deux pendant la guerre. Alors évidemment, je suis resté dans la chambre où était mon frère. Alors, lui, à l'époque, évidemment, il était français, donc il pouvait sortir librement. Donc, tous les matins, il allait faire les courses pour qu'on puisse se nourrir. Et puis, évidemment, il a écumé pratiquement pas mal de bibliothèques à Pau pour m'apporter des livres, parce que quand on était enfermé dans une chambre, parce que lui, il sortait, moi, je ne pouvais pas sortir du fait qu'on portait le même nom, lui était français, moi, j'étais étrangère. Alors évidemment, c'était pas facile, donc je suis resté dans cette chambre jusqu'en novembre 1942. Et là, en novembre 1942, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Ils avaient débarqué en Afrique du Nord, alors en représailles, ils ont occupé toute la France. Donc la ligne de démarcation a été supprimée, et là, ils ont occupé toute la France. Donc, évidemment, on savait très bien que ce qui s'était passé là-bas, ça allait continuer de ce côté de la France. Et alors, il y avait aussi, comment dirais-je, lui, il était resté en contact avec quelques militaires donc, qui étaient à la caserne de Pau. Ils avaient décidé donc de partir, de franchir. Alors, à ce moment-là, c'est au moment où l'occupation, que les Allemands ont occupé de la France, toute la France, c'est à ce moment-là que Pétain a donné l'ordre d'arrêter tous les Juifs, même les Juifs français. C'est à ce moment-là que mon frère a décidé de partir, donc avec quelques-uns de son ancien régiment. Ils sont partis ils ont franchi la frontière espagnole, et puis de là, évidemment, ils ont été internés dans les prisons de Franco pendant quelques mois. Et ensuite, quand ils ont été libérés, mon frère s'est trouvé à partir à Casablanca, et là, il s'est engagé dans la 2e DB. Donc en partant, il m'a laissé tout l'argent qu'il avait disponible en me disant essaie de trouver une famille pour te cacher, essaye de trouver du travail quelque part. Je ne peux pas rester toute seule dans cette chambre, fallait. Et alors, vous savez, une fois que mon frère était parti, je me suis dit, bon, je savais que mes parents avaient été arrêtés, je me suis dit, bon, mes parents avaient déjà ils avaient 50 ans à l'époque, mon petit frère avait 11 ans, moi, dans ma tête, dans mon imagination, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire des personnes âgées avec un enfant de 11 ans? Moi, je pensais que c'était peut-être qu'un banal contrôle de police et puis qu'ils étaient revenus. Alors, j'ai repris le train, là, sans difficulté, puisqu'il n'y a plus de ligne de démarcation. Et puis je suis retourné donc dans le passage où je suis monté à l'appartement. Il y avait toujours les scellés. J'ai encore fait le tour du quartier pour voir s'il y avait des membres de ma famille qui auraient peut-être pu échapper. Et puis ne retrouvant personne, donc je suis retourné chez cette gardienne. Alors évidemment, elle a été un peu surprise quand elle m'a vu revenir. Alors là, elle m'a encore gardé pas mal de temps.
Et elle a trouvé une adresse qui n'était pas loin de la République, qui s'appelait le comité AMLO. C'était un comité qui s'occupait des enfants, parce qu'à l'époque de la rafle du Veldiv, si vous voulez, vous aviez les parents qui étaient étrangers qui avaient été arrêtés, mais les enfants, comme ils étaient français et que Pétain n'avait pas donné encore l'ordre à ce moment-là d'arrêter les Français, avaient été placés dans des orphelinats. Donc elle a réussi à avoir l'adresse de cet orphelinat qui se trouvait rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement. C'était une ancienne école rabbinique qui avait été transformée en orphelinat pour les enfants qui étaient placés là. Et ces orphelinats étaient gérés par un organisme qui s'appelait l'UGIF, qui avait été mis en place par les Allemands. Enfin, c'était un organisme juif qui gérait donc ces orphelinats. Alors évidemment, moi je suis arrivé là. Alors tous ces enfants étaient quand même fichés par la préfecture, puisqu'ils avaient été placés là par la police. Alors évidemment, vous aviez une partie de la population qui a commencé déjà à se manifester. Alors vous aviez beaucoup d'organismes catholiques, protestants, même des particuliers qui venaient clandestinement sortir les enfants, parce que ces orphelinats étaient devenus des véritables pièges. Parce qu'à partir de 1942, quand ils ont commencé à faire des rafles, soi-disant pour aller travailler en Allemagne, quand ils n'avaient pas su, comme les transports devaient être d'un minimum de 1000 personnes et qu'ils n'avaient pas toujours les 1000 personnes de disponibles, ils venaient dans les orphelinats pour faire des rafles, pour compléter les transports avec les enfants qui se trouvaient dans les orphelinats. Alors évidemment, la vie n'était pas très facile dans ces orphelinats, parce que, disons que on avait quand même des jeunes, des scouts qui vous savez, qui venaient nous faire des animations. Enfin, on était occupés dans la journée. Mais moi, du fait que j'étais clandestine, je ne pouvais pas dormir dans les dortoirs, du fait qu'il y avait des contrôles de police. Alors, c'était tous les soirs à chercher à se cacher. Donc, c'était des caves, c'était des couloirs pour ne pas dormir dans les dortoirs. Alors, au bout de quelques temps, comme ça commençait à devenir dangereux, le directeur de cet établissement m'a envoyé dans un autre orphelinat qui se trouvait dans le 18e arrondissement. Alors là, c'était un orphelinat clandestin qui avait été créé pour les Juifs qui arrivaient d'Europe de l'Est et qui n'avaient pas de domicile, si vous voulez. C'était un genre de... un foyer pour les personnes qui n'avaient pas où loger. Et là, il y avait quelques adolescents comme moi qui étaient là clandestinement, si vous voulez. Alors évidemment, on sortait quand même avec notre étoile et puis toujours camouflé. On allait quand même faire quelques courses pour essayer d'acheter quelque chose. Et puis là, le directeur de cet établissement m'avait demandé d'aller à l'hôtel de ville pour prendre un paquet qu'il avait acheté à l'hôtel de ville. Alors j'ai donc pris le métro, et quand je suis arrivé à la sortie du métro Saint-Paul, il y avait juste un banal contrôle de police. Il y avait un policier à la sortie du métro, un en civil et puis l'autre en uniforme, qui demandait uniquement les papiers d'identité, chose qui se faisait dans toutes les rues de Paris, aux terrasses des cafés, un peu partout. Alors les gens montaient, ils présentaient leurs pièces d'identité, ceux qui étaient en règle, ils passaient. C'était pas une rafle, c'était juste un banal contrôle de police. Et quand ils sont arrivés à mon tour, alors évidemment, ils m'ont demandé les papiers d'identité. Moi, je venais d'avoir 15 ans. Alors, je leur ai dit, les papiers d'identité n'étaient pas obligatoires à ce moment-là. Alors, j'ai dit, j'ai pas de papier d'identité, j'ai juste 15 ans. Alors, ils m'ont demandé comment je m'appelais. J'ai pas voulu leur donner mon nom du fait que j'avais un nom à consonance étrangère. Ensuite, ils m'ont demandé où j'habitais. Évidemment, je n'allais pas leur dire où j'habitais. Alors, celui qui était en civil a commencé à me secouer en me disant, puisque tu ne veux pas parler, on va t'emmener au commissariat. Donc, évidemment, je suis resté pas mal de temps au commissariat à être questionné et pas mal secoué. J'ai fini par donner mon nom. Et là, évidemment, comme ils avaient les fiches du recensement, que je devais être arrêté avec mes parents, donc ils m'ont gardé. Et le soir, il y a un quart de police qui est arrivé. J'ai été mis dans ce quart de police. Et là, il a fait le tour de tous les commissariats pour récupérer les personnes qui avaient été arrêtées. Et là, on a été envoyé donc, au camp de Drancy. Donc je suis arrivé au camp de Drancy début août 1943.
Et là, vous savez, pour moi, dans le car, il y avait tous ces gens qui avaient été arrêtés, qui se lamentaient. Puis pour moi, vous voyez, j'ai réagi tout à fait différemment parce que je me suis dit, bon, bah, ça y est, maintenant, on avait toujours la hantise de se faire arrêter. Bah, pour moi, c'était arrivé, c'était presque un soulagement en disant, bah, j'ai fini de traîner la galère, je vais certainement retrouver mes parents. Vous savez, on peut dire qu'on se faisait des illusions jusqu'au bout. Alors, quand on est arrivé au camp de Drancy, là, on a commencé à déchanter parce que le camp de Drancy était gardé par la gendarmerie française et à l'entrée, il y avait une baraque de fouilles. Alors, vous savez, être obligé de se déshabiller à 15 ans devant des hommes, on n'avait pas l'habitude à l'époque. Hein. Alors, ils nous fouillaient. Alors, les gens qui étaient arrêtés chez eux, les policiers leur disaient prenez, si vous avez de l'argent, si vous avez quelques biens, prenez-les avec vous, ça vous servira de mener des songes. En fait, de mener des songes, c'est surtout les gendarmes qui se sont bien servis. Hein. Alors, finalement, on a été propulsé dans ces dortoirs, là, dans ce HLM qui n'était pas terminé. Et là, on a été pris en charge par des femmes qui étaient là depuis pas mal de temps déjà. Alors, c'était des femmes de prisonniers de guerre qui étaient là avec leurs enfants, qui servaient d'otages. Alors, elles ne pouvaient pas être déportées parce qu'elles étaient encore protégées par la Société des Nations, donc elles restaient à Drancy en tant qu'otages. Donc, on a été pris en charge par ces femmes. Et puis, on faisait des corvées dans le camp de Drancy. Et puis, arrivé fin août, on a été désigné pour faire partie du prochain convoi qui devait quitter la France le 2 septembre 1943. Alors il y avait des bruits quand même qui couraient dans le camp de Drancy. Quand on voyait la majorité de la population, c'était des femmes, des enfants, des personnes âgées, on se disait toujours, mais qu'est-ce que ces gens-là vont aller faire dans un camp de travail? Alors pour nous rassurer, ils nous disaient, bah, vous les jeunes, vous irez travailler, puis le soir, ce sera un regroupement familial. C'est la seule explication qu'on avait. Puis finalement, alors on a été désigné donc fin août pour faire partie du prochain convoi qui devait quitter donc Drancy le 2 septembre 1943. Et comme je vous ai dit au départ, chaque transport qui partait devait être un minimum de 1000 personnes et porter un numéro. Et dans le transport dans lequel je suis parti portait déjà le numéro 59. Donc vous voyez, il y avait déjà 58 transports qui avaient quitté la France. Et chaque transport devait être d'un minimum de 1000 personnes. Et dans ce camp de Drancy, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas déporter pour des raisons diverses, entre autres ces femmes de prisonniers de guerre. Donc, ils ont été faire une rafle dans une maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild, où ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. À côté, il y avait une maison de retraite où ils ont sorti quelques personnes âgées pour compléter ce transport de 1000 personnes. Et là, on a été dirigé sur la gare de Bobigny, où là il y avait un train qui nous attendait avec des centaines de wagons à bestiaux. Et là on a été propulsé dans ces wagons à bestiaux à 50, 60, des fois même à 70 personnes. Vous voyez la taille d'un wagon à bestiaux, on était entassés les uns sur les autres. Ils nous ont mis un seau avec de l'eau parce qu'il faisait chaud au début septembre. Et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et ils ont fermé les portes. Alors là, pour vous dire dans quelles conditions on a voyagé dans ces wagons à bestiaux. Alors évidemment, la première nuit, vous avez ces personnes âgées qui tombaient, qu'on était obligé d'allonger par terre. Vous aviez des bébés qui hurlaient. Vous aviez quand même beaucoup d'enfants dans ces wagons. Hein. Ça a été infernal. La première nuit, ça a été épouvantable. Le lendemain, il y a quelques personnes déjà qui étaient décédées. Puis quelques bébés aussi. Et puis le lendemain, évidemment, le seau d'eau avait été épuisé. Alors évidemment, on avait soif. Et puis on a continué comme ça la deuxième nuit. Alors là, ça a été encore plus catastrophique parce que ça a été épouvantable. Et le seau hygiénique, si vous voulez, a fini par se renverser. Et on a terminé, vous voyez, c'est difficile à parler de ça, dans quelles conditions nous sommes arrivés quand le train s'est arrêté. Alors on est arrivé au petit matin. Là, les portes se sont ouvertes et c'est là qu'on a vu donc les premiers Allemands. Alors, je ne sais pas, vous avez certainement dû voir des documentaires de voir l'arrivée des convois qui arrivaient sur ce quai. Alors, c'était un immense quai en béton qui faisait quelques kilomètres. Et là, on a vu arriver les premières capots à coups de matraque pour faire descendre tout le monde, pour aligner tout le monde sur le quai. Et on a vu arriver donc des déportés, donc on les reconnaissait avec
par espèce de pyjama rayé, enfin d'une très maigre. Alors eux, ils étaient là, ils faisaient partie d'un commando qui venait récupérer les bagages et puis faire descendre les personnes qui étaient mortes pendant ce transport. Et ils passaient furtivement derrière nous en nous disant ne prenez pas d'enfants avec vous, laissez-les aux personnes âgées. On ne comprenait pas pourquoi. Alors, et enfin discrètement, en nous prévenant. Et là, sur ce fait, un Allemand est arrivé avec un haut-parleur en disant que les personnes fatiguées, les personnes âgées, les femmes, les enfants, le camp se trouvant à 2 ou 3 kilomètres de ce quai où nous sommes arrivés, pouvaient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans ces camions, qui ont stationné un moment, et nous on a été encadrés par les femmes militaires qui étaient là. On a été encadrés en nous disant à peu près 200 femmes, en disant vous ne bougez pas, vous attendez. Ils ont fait la même chose du côté des hommes. Et puis on nous a fait défiler une par une devant 3 autres Allemands qui étaient à l'autre bout du quai, qui avaient avec un chien avec eux. Puis il y en avait un qui avait une badine à la main et qui nous ont fait défiler une par une en nous regardant des pieds à la tête. Et là on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer travailler au camp. Et les autres femmes qui attendaient avec nous étaient renvoyées vers les camions. Et les hommes, ils en ont sélectionné 230, pareil, dans les mêmes conditions. À ce moment-là, les camions étant complets, sont partis. Et nous, on est partis à pied en direction du camp, de ce fameux camp de travail. Alors là, quand on est arrivé, évidemment, les portes se sont ouvertes. Et là, évidemment, on ne peut pas dire qu'on a vu grand-chose. On a surtout vu de la fumée, hein, une fumée épaisse, avec des odeurs bizarres. Puis, j'ai un peu oublié de vous dire, moi, au camp de Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui avait 6 ans de plus que moi, qui avait été sélectionnée dans les 106 femmes. Donc, j'avais connu cette jeune femme au camp de Drancy. Donc, quand on a commencé à marcher dans l'allée centrale, je lui disais, écoute, bien sûr, il y a de la fumée, mais comme on nous avait dit que c'était un camp de travail, on s'imaginait que c'était des usines. Hein. Oui, c'était des usines, mais pas pour travailler. Alors, au fur et à mesure, évidemment, il y avait les capots qui étaient derrière nous, qui nous faisaient, à coups de matraque, qui nous faisaient avancer plus vite, parce qu'il faut vous dire que dans le camp de Birkenau, on n'avait pas le droit de marcher, il fallait toujours courir. Alors, en courant comme ça, alors, on a commencé à apercevoir ce camp, parce que le camp de Birkenau fait à peu près 175 hectares. Alors vous voyez un petit peu l'immensité de ce camp, avec des centaines et des centaines de baraques alignées, avec des miradors. Vous savez, on avait vraiment l'impression d'être arrivé dans un autre univers. Alors au fur et à mesure qu'on avançait dans l'allée centrale, on voyait des femmes, on aurait dit des squelettes ambulants avec des chiens qui leur couraient après. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et on a été mis dans un bâtiment. Alors là, on nous a dit de nous déshabiller, bien sûr qu'on allait prendre une douche. Mais comme nous, on avait été sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche. C'était une vraie douche, là, une douche froide. On n'avait ni serviette ni savon puisque tous les bagages étaient restés sur le quai. Et ensuite, on nous a mis dans une autre baraque où là, il y avait des grandes tablées avec des hommes derrière qui nous ont rasés entièrement. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Alors là, vous aviez ces femmes-là qui passaient dans les rangs, les militaires allemandes, et au hasard, elles interrogeaient une femme en disant comment tu t'appelles. Alors, vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom. Et elles étaient immédiatement matraquées parce qu'il fallait qu'elles apprennent le numéro en allemand, mais très rapidement. Alors, vous savez, dans ces conditions-là, on apprend vite. Alors après, on a demandé aux hommes qui étaient là, qui nous avaient tatoués, mais les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver. Alors là, on a eu l'explication comment fonctionnait le camp. Alors vous voyez, les camions arrivaient directement devant ces fameuses douches. Donc les gens descendaient. Et puis comme c'était toujours le problème de la panique, vous savez, quand vous avez beaucoup de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui se trouvent propulsées comme ça devant ce bâtiment, on leur disait, écoutez, dans le hall, il y avait
il y avait des porte-manteaux qui étaient numérotés. Alors il disait aux gens, pour ne pas les paniquer, vous vous déshabillez, vous retenez le numéro du porte-manteau, comme ça, en sortant de la douche, vous allez pouvoir récupérer vos vêtements. Alors évidemment, les gens étaient contents de prendre une douche. Malheureusement, ces rangs entraient directement dans ces fameuses douches, mais là, c'était des chambres à gaz. C'est-à-dire qu'il y avait des ouvertures qui étaient faites dans les toits. Et là, les Allemands montaient avec les masques à gaz et ils envoyaient ce fameux gaz de cyclone B. Alors ils ont commencé à nous raconter ça et je disais avec Marie, avec mon ami, je dis mais c'est pas possible, ils nous racontent ça pour nous faire peur. Comment est-ce qu'on peut expliquer déjà l'histoire des chambres à gaz, on savait pas comment que ça fonctionnait. Et alors là, ils ont commencé à nous expliquer qu'il y avait les commandos spéciaux qui venaient récupérer les corps et ensuite ils les envoyaient vers les crématoires. Vous savez, ce mot de crématoire, nous, on n'en avait jamais entendu parler pendant la guerre ni avant la guerre. On ne savait pas ce que c'était, alors on a fini par leur demander à ces hommes, mais ça veut dire quoi un crématoire? Alors ils nous ont dit, oh, bah, c'est comme un four de boulanger. Alors vous savez, alors ils ont commencé à nous dire, vous ne faites pas d'illusions, vous êtes rentrés ici, vous n'en sortirez que... il y aura certainement jamais de survivants, tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez, le jour où vous ne pourrez plus travailler, eh bien vous finirez comme les autres directement dans la chambre à gaz. Selon le travail que vous effectuerez, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais enfin c'est rare qu'on aille jusqu'au bout. Hein. Il me dit à ce moment-là, c'est ce qu'on a appelé donc la solution finale. Alors il faut vous dire qu'à l'époque, quand on est arrivé en 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Donc vous aviez des transports qui arrivaient de l'Europe entière. Alors évidemment, au fur et à mesure, c'est là qu'on a compris les sélections qu'ils faisaient sur le quai, parce que dès l'instant où entre deux convois, il y avait des convois qui arrivaient de l'Europe entière, donc s'il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes, ils sélectionnaient 100 femmes pour remplacer celles qui étaient mortes. Pour les autres, dans le fond, comme ils savaient très bien que leur but, c'était d'exterminer tous les juifs, donc comme ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils sélectionnaient ceux qu'ils avaient besoin. Et alors là, ils ont commencé. Alors, une fois qu'on a eu toutes les explications, on nous a envoyés vers ces fameuses baraques qui contenaient pratiquement 800 personnes par baraque. Alors, il y avait des chalets sur 3 niveaux. Alors, vous voyez, pour 800 personnes, vous voyez un peu la promiscuité qu'il y avait. Alors, ces chalets, c'était sur 3 niveaux. Alors, il y avait celui du bas qui était en béton avec une paillasse. Et les 2 autres étaient en bois avec une paillasse. Et il fallait dormir là à 6 personnes par niveau. Alors, vous voyez, sur une hauteur, on était 18. Et tout ça sur des centaines de mètres de ces baraques. Et le matin, il y avait les chefs de bloc qui venaient à coup de matraque nous faire sortir vers 5h, 5h30 du matin pour aller à l'appel. Alors à l'appel, il fallait déjà qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes. Vous savez, quand vous arrivez dans un camp, vous savez, je peux dire que personne n'avait jamais vu tous ces gens qui mouraient comme ça dans la nuit. Alors il fallait déjà sortir les personnes qui étaient mortes pour les aligner devant la baraque, pour être comptabilisés. Et nous, on sortait donc par rangée de 5, debout, pendant des heures. Parce que pour comptabiliser un camp qui fait 175 hectares, vous voyez les centaines de baraques qu'il y avait, alors ça comptait, ça recomptait, jusqu'à temps qu'ils trouvent le chiffre exact. Et puis là, une fois que l'appel était terminé, alors évidemment, des fois ça durait 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend le nombre de fois qu'ils comptaient et recomptaient. Alors évidemment, au mois de septembre, il fait encore beau en Pologne, mais arrivé en octobre, il commence à pleuvoir, en novembre aussi, et puis au mois de décembre, il neige. Alors vous voyez, les appels qui duraient pendant des heures comme ça, debout, sans bouger, il y en avait beaucoup qui ne se relevaient pas. Et les femmes qui étaient dans les baraques qui ne sortaient pas à l'appel, donc si elles n'allaient pas à l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas travailler. Donc l'après-midi, il y avait la charrette qui passait, qui les emmenait directement au crématoire. Alors vous savez, il y avait le maximum de gens, même qui étaient grabataires, qui essayaient de sortir à l'appel et d'aller quand même au travail. Alors nous, comme on venait d'arriver, on a été désignés pour aller travailler sur des chantiers, sur un chantier qui se trouvait à peu près
1 kilomètre, 2 kilomètres du camp. Alors là, quand on quittait le camp, alors le matin après l'appel, on allait quand même à la cuisine chercher l'eau colorée qui nous servait de café. On avait le droit à une tranche de pain et un carré de margarine. Et là, on sortait du camp pour aller travailler. Et là, on était encadré par les SS qui avaient leur logement de fonction dehors du camp, avec une capot qui suivait évidemment avec une matraque pour nous faire avancer plus vite. Et quand on est arrivé sur ce chantier, on nous a donné des grandes brouettes en bois avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Et là, on devait ramasser des matériaux de construction, c'est-à-dire des planches de bois, enfin différents matériaux qui servaient à des pierres, qui servaient à la construction, parce que comme ils avaient occupé pratiquement toute l'Europe et les convois arrivaient, ils voulaient agrandir le camp. Donc on transportait ces matériaux à 4. Donc on vidait nos brouettes sur ce fameux camp qu'ils avaient appelé le Mexico, vous voyez, parce que chaque portion du camp avait un nom. Mexico, mais enfin, ça n'a jamais été construit, ils n'ont pas eu le temps. Alors on faisait la navette avec nos brouettes 12 heures par jour. Vous voyez, à faire des allers-retours. Alors évidemment, le soir, quand on revenait au camp, il fallait qu'on traîne les personnes qui ne pouvaient plus marcher, qui n'avaient pas... Et alors à l'entrée du camp, alors là, c'était assez terrible parce qu'à l'entrée du camp, on avait encore la sélection. Il y avait toujours un Allemand qui était à l'entrée du camp avec une badine et donc on rentrait une par une en entraînant les gens qui ne pouvaient plus marcher. Donc ces gens qui ne pouvaient plus marcher étaient mis de côté sur une autre file. Et puis nous, on défilait encore une par une devant cet Allemand. Donc on avait encore la sélection quand on rentrait au camp le soir. Alors vous savez, ce qui était le plus pénible, c'était que ces femmes qui ne pouvaient plus marcher, qui étaient mises de côté, savaient très bien où elles finissaient. Alors c'est pas comme ceux qui étaient montés dans les camions qui ne savaient pas où ils allaient. Alors, vous savez, on s'installe dans l'horreur du quotidien en se disant, petit à petit, on faisait ce travail. On est arrivé comme ça jusqu'au mois de décembre, le premier hiver. Et sur les 106 femmes, on était déjà plus que 50. Il y avait déjà la moitié qui était morte. Alors on s'installe dans l'horreur du quotidien. Vous savez, moi, quand je suis arrivé au camp, j'avais 15 ans et demi. Et j'avais un blanc dans la tête en disant, je ne peux pas mourir ici, moi je ne peux pas mourir à 15 ans. Vous savez, ça tournait à l'idée fixe. Et puis vous dire aussi, mon arrivée a peut-être été pour moi moins traumatisante que pour les gens qui avaient été arrêtés chez eux ou en plein repas ou en vivant normalement. Moi, vous savez, j'avais déjà traîné la galère pendant 1 an dans les orphelinats où on mangeait pas toujours à notre faim, puis qu'on on peut pas dire qu'on vivait normalement. Donc disons que j'étais moins traumatisé que les gens qui sont arrivés en bonne santé. Vous savez, quand vous êtes dans un camp comme ça et qu'au bout de 3 mois, vous perdez la moitié de votre poids, vous ne pouvez pas tenir, c'est pas possible. Alors évidemment, peut-être que toutes mes errances m'ont peut-être aidé à survivre. Et alors, le soir, quand on rentrait, une fois que la sélection était encore faite, on allait à la cuisine pour chercher la soupe. Alors là, on ramenait des tonneaux avec la soupe et c'était les chefs de bloc qui les distribuaient. Alors quand on est arrivé, évidemment, on n'avait plus de bagages, on n'avait rien. Alors on nous a fourni une gamelle en ferraille et la soupe était servie donc dans ces gamelles, mais on n'avait pas de cuillère. Alors on était là avec la gamelle. La gamelle était pour 4 personnes en disant mais comment on fait pour manger quand on n'a pas de cuillère? Alors au bout d'un moment, on se passait la gamelle de l'une à l'autre. Et puis vous aviez donc les capots, enfin tous les gens qui avaient des fonctions importantes dans le camp qui étaient là en disant, vous voyez, on vous avait dit les Juifs, regardez, c'est comme des animaux, regardez comment ils mangent. Alors en dehors de tous les sévices qu'on a pu subir à l'intérieur du camp, on avait aussi cette forme de déshumanisation, vous savez, pour vraiment nous réduire à l'état de bête. Alors on avait quand même notre petit groupe, on avait quand même une certaine fierté en disant on ne va pas se donner en spectacle parce que les chefs de bloc, quand ils arrivaient à la fin du tonneau, qu'il restait encore quelques légumes, elles renversaient les seaux dans la neige et vous aviez des centaines de femmes qui se précipitaient par terre pour essayer de récupérer quelque chose. Alors vous savez, c'est difficile à supporter d'être déjà tout ce qui se passait dans le camp.
et puis d'avoir cette déshumanisation qui nous sapait vraiment le moral. Et puis une fois que tout ça a été terminé, on avait le droit d'aller dans une baraque qui s'appelait les latrines. Alors c'était le même genre de baraque là où on dormait. Et il y avait des centaines de trous qui étaient creusés. Des centaines de trous tête bêche, vous voyez, qui étaient creusés, où on avait pour faire nos besoins, parce que dans la journée, on ne pouvait pas bouger. Alors évidemment, les trois quarts des femmes avaient déjà la dysenterie, j'aimais vous dire que tout le monde se précipitait vers ces baraques, les latrines. Alors là, on était tranquille parce qu'on avait baptisé ces latrines Radio Chiottes, ça portait bien son nom, ça sentait tellement mauvais que les capots n'y entraient pas. Et là, on avait l'occasion de rencontrer les gens qui étaient dans les autres baraques qu'on ne connaissait pas. Nous, on connaissait que les gens qui dormaient avec nous et ceux qui travaillaient avec nous. Les autres, on ne les connaissait pas. Et c'est là que, arrivé donc au mois de décembre 43, donc le premier hiver, dans cette fameuse baraque des latrines, j'ai vu arriver ma sœur. Enfin, j'ai vu arriver, c'est elle qui m'a reconnu, parce que moi, je ne l'ai pas reconnue. Alors, vous savez, les retrouvailles ont été vraiment un peu des plus pénibles. Elle était déjà dans un état pitoyable. Alors finalement, ma sœur, quand il y a eu cette fameuse rafle où mes parents ont été arrêtés, elle avait été chez une de mes tantes qui habitait dans les Hauts de Belleville, parce que le quartier était quand même très, très important. Et ma tante était la seule locataire juive de cet immeuble, donc il y avait pratiquement pas eu de rafle. Donc elles sont parties toutes les deux chez des amis de chez les amis de ma tante qui habitait à Montfermeil. Elles sont restées là jusqu'au mois de novembre. Novembre 42, et là elles sont revenues à Paris à l'appartement de ma tante pour récupérer quelques affaires, des vêtements, enfin pour récupérer des affaires qu'elles avaient laissées. Et quand elles sont reparties pour retourner là où elles étaient cachées à Montfermeil, il y a eu un contrôle de police et elles ont été arrêtées toutes les deux. Donc en novembre 42, de là elles ont été envoyées à Drancy et elles ont été déportées en février 43. Donc quand j'ai retrouvé ma sœur, vous voyez, ça faisait à peu près 10 mois qu'elle était dans le camp. Elle était vraiment méconnaissable. Alors là, quand elle m'a demandé où je travaillais, je lui ai dit que je travaillais dans les commandés extérieurs. Elle savait très bien qu'on ne pouvait pas y tenir un hiver, hein, c'était pas possible. Alors elle avait fait la connaissance dans le camp d'une jeune femme. C'était une Belge qui s'appelait Mala. Et elle travaillait dans les bureaux allemands, elle était interprète, comme elle parlait plusieurs langues, elle était interprète dans les bureaux. Et c'est elle qui avait le fichier des commandos. Alors vous savez, elle lui a dit que je venais d'arriver, puis où je travaillais. Alors elle a quand même sauvé pas mal de gens, cette femme. Hein. Alors elle avait quand même les facilités, enfin en prenant quand même pas mal de précautions, de falsifier les fiches. Et elle nous a fait rentrer, Marie et moi, pour travailler à l'intérieur du camp. Donc déjà, on était à l'abri des intempéries. Et là, on a été travailler dans un atelier qui faisait du tissage, des cordages. Alors on se demandait à quoi ça pouvait servir. Alors on nous fournissait du matériel, c'était des bandes de tissu, des bandes de fil de fer, différents matériaux pour faire des cordes très serrées. Et le soir, on devait faire à peu près entre 12 et 15 mètres par jour. Et le soir, on les enroulait sur des grandes roues, vous savez, comme il y a sur des chantiers, comme on enroule les fils électriques. Et là, il y avait les capots qui venaient mesurer si on avait fait nos 12 mètres. Alors ceux qui n'avaient pas pu le faire, parce qu'il fallait rester debout, on avait une planche de bois avec un clou hein, pour faire le début du cordage. Et puis ceux qui n'avaient pas résisté, qui s'écroulaient, alors en punition, elle les sortait des baraques, elle leur faisait faire des pompes dans la neige. Alors, vous savez, il y en avait beaucoup qui ne se relevaient pas. Et on est resté à faire ce travail jusqu'à fin février, début mars 44. Et là, alors le matin, comme ma sœur, elle travaillait dans un atelier de couture, on n'était pas dans la même baraque. Alors tous les matins, après l'appel et puis le café, on avait quand même 10 minutes de répit, si vous voulez. Donc j'allais dans la baraque où était ma sœur, parce que je la voyais dépérir de jour en jour. Et là, quand je suis arrivé, là, elle n'était pas là. J'ai demandé aux autres dames, là, où est ma sœur. Elle m'a dit, elle n'a pas pu se lever, elle a été envoyée à l'infirmerie. Alors évidemment,
L'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors je me suis précipité à l'infirmerie et c'est là que j'ai trouvé ma sœur sur une paillasse. Enfin, je crois que je vous avais expliqué dans quelles circonstances je me suis approché d'elle. J'ai voulu l'aider. Je lui ai dit, écoute Fanny, tu ne peux pas rester là, tu sais très bien comment ça va se terminer. Elle m'a dit, oui, je sais. Mais elle dit, moi j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Elle dit, ce que je regrette, c'est pas d'être montée dans les camions parce que j'ai vraiment fait tout mon possible pour tenir le coup. Elle me dit, la guerre va bientôt finir parce que pour vous dire que dans ces fameuses latrines, tous les transports qui arrivaient de l'Europe entière, on savait déjà qu'en 1944 que les Allemands reculaient en Russie, on savait que les Alliés commençaient à avancer, donc ça nous remontait le moral en disant, oh, ben, on va certainement être bientôt libérés, hein. Et alors là, c'est là qu'elle m'a dit, écoute, tu me laisses là. Elle dit, toi tu es jeune, la guerre va bientôt finir, et c'est de tenir le coup le plus longtemps possible pour que tu puisses raconter ce que nous avons supporté ici, ce que les hommes sont capables de faire, tous ces massacres qu'il y a eu dans ce camp. Et puis elle s'est soulevée un petit peu, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit, tu me promets, tu me promets. Et finalement, je lui ai promis que j'essaierais de tenir le coup. Et puis évidemment, quand je suis revenu le soir, ben, elle n'était plus là. Alors pour moi, ça a été vraiment cette période une des plus difficiles parce que, vous savez, on se fait toujours des illusions. Je savais que mes parents, enfin toute ma famille avait été déportée, mais on avait toujours dans la tête l'idée de dire ils sont peut-être passés dans un autre camp qui c'était peut-être différent. Vous savez, tant qu'on ne voit pas ses propres parents mourir, on a toujours l'illusion qu'ils sont ailleurs. Et on est resté là, donc ils nous ont fait sortir au mois de mars, début avril. Ils nous ont fait sortir des baraques, là où on travaillait à l'intérieur du camp, pour aller sur ce fameux quai en béton, pour retirer les rails. Et c'est les fameuses rails que vous voyez maintenant, quand vous voyez l'entrée du camp de Birkenau, vous voyez des rails. Et ces rails, il a fallu les reposer, et pour que les rails arrivent directement devant les chambres à gaz. Comme ça a évité les transports en camion, et ça a été fait pour les premiers transports qui sont arrivés de Hongrie à partir d'avril 1944. Alors là, ça a été une véritable hécatombe. Et puis, je vous dis, on s'installe dans l'horaire du camp. Petit à petit, on essaie de reconstituer notre petit groupe de Françaises pour être quand même une petite forme de solidarité. Mais vous savez, on n'avait pas grand-chose à partager, en essayant de se remonter le moral et d'essayer de tenir le coup. Et puis, on est resté là avec Marie. Alors on voyait quand même tous les transports qui arrivaient à partir d'avril 1944 restaient très peu de temps dans le camp d'Auschwitz, dans le camp de Birkenau, parce que vous aviez, comme les Allemands commençaient à reculer un peu partout, ils avaient mobilisé tous les Allemands qui travaillaient dans les usines d'armement pour les envoyer au front, et ils venaient dans les camps pour chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors tous les transports pratiquement qui arrivaient à partir d'avril 1944 restaient quelque temps dans le camp de Birkenau et ensuite partaient donc travailler dans les usines. Alors on sentait que ça commençait à bouger, il y avait quand même des différences. Il y avait quand même tous ces hommes qui travaillaient dans les ondaires commandos, vous savez, ceux qui retiraient les corps des chambres à gaz pour les mettre au crématoire. Eux étaient remplacés tous les 3 semaines, hein, parce qu'il ne fallait pas laisser de survivants de ce qui se passait dans les fours crématoires. Et alors à un moment, je crois arrivé au mois d'août, on est arrivé jusqu'au mois d'août 1944, là arrivé au mois d'août, il y a eu il y avait des prisonniers politiques polonais qui travaillaient dans des usines à Auschwitz, dans des usines d'armement, qui leur avaient sorti de la poudre, enfin des explosifs. Ils avaient quand même réussi à faire sauter un crématoire. Enfin, ils ont tous été pratiquement tous liquidés. Et là aussi, alors, le camp devenait de plus en plus difficile parce qu'on avait quand même une fois par mois ce qu'on appelait la désinfection, parce que comme les Allemands avaient ce qu'ils craignaient, c'était le typhus, hein, le typhus qui était propagé par les poux. Alors vous savez, un poux, il ne fait pas la distinction entre une tête juive ou une tête allemande, hein. Alors ils avaient très peur de cette maladie, du typhus. Alors on avait droit à la désinfection une fois par mois.
Alors, quand je suis arrivé en 1943, le bâtiment de la désinfection n'était pas encore construit. Alors, la désinfection, ça se faisait le soir. Il fallait qu'on sorte les paillasses, les couvertures, il fallait qu'on se déshabille entièrement, toute nue, et les vêtements allaient à la désinfection. Donc, on restait toute nue debout en attendant que les vêtements reviennent. Alors, vous voyez l'hécatombe que ça pouvait faire quand vous passez toute une nuit debout. Alors les vêtements revenaient, évidemment, ils étaient humides. Ils nous balançaient ça au milieu devant nous. Puis tout le monde se précipitait pour récupérer un vêtement à sa taille. Alors, vous voyez, en plus de ça, alors à partir de 1944, ils ont fait quand même un bâtiment où il y avait la désinfection, mais à l'intérieur d'une baraque. Ça ne se faisait plus à l'extérieur. Et puis on est arrivé, alors en août 1944 aussi, il y a eu le problème, là, il y avait un camp de tziganes dans le camp d'Auschwitz. Là, ils étaient là avec leur famille. Et entre autres, quand il y avait la sélection pour les tziganes, il y avait ce fameux médecin, le docteur Mengele, qui faisait la sélection parce que il prenait des enfants, en principe des jumeaux, pour faire des expériences. Et alors, il y avait donc ces tziganes qui étaient dans un camp, à l'intérieur du camp de Birkenau. Et fin août, ils ont décidé de liquider le camp de tziganes. Alors, en pleine nuit, au mois d'août, on avait quand même les fenêtres des baraques qui étaient un peu entrouvertes. On entendait des cris, des hurlements. Et là, ils ont liquidé le camp des tziganes. Alors, vous savez, on s'est dit à quel moment, nous, on va y passer. Et finalement, on est arrivé comme ça jusqu'en janvier 1945. Vous voyez, ça faisait déjà le deuxième hiver. Alors, avec Marie, je crois qu'on a été les deux seuls à être restés si longtemps. On est resté pratiquement 16 mois à Birkenau. Pour vous dire, on a été les deux seuls à revenir de ce transport. Merci. Et alors là, arrivé le 17 janvier, on a eu les chefs de bloc qui sont venus nous faire sortir des baraques en disant prenez votre couverture, prenez vos affaires, on évacue le camp. Alors on évacue le camp, évidemment, en disant tout le monde doit sortir, il ne faut pas laisser de survivants. Donc vous avez quand même pas mal de femmes qui n'ont pas pu suivre, qui étaient grabataires, qui sont restées, en disant de toute façon, ceux qui veulent rester, vous restez. De toute façon, le camp va être miné, il n'y aura pas de survivants. Alors là, évidemment, on est sorti par la porte, voyez, nous on n'est pas sorti par la cheminée. Et là, c'est ce qu'on a appelé cette évacuation, qu'on a appelé la marche de la mort. Alors, ce jour-là, on a été évacué à pratiquement 58 000 personnes de tous les camps annexes qu'il y avait autour du camp de Birkenau et d'Auschwitz. Alors là, on nous a mis sur la route, on était encadrés par les SS avec les chiens. Et là, j'ai quand même, en revenant, j'ai quand même écrit quelques lignes. Je m'excuse, on a encore du temps devant vous. Je vais accélérer. J'ai écrit quand même quelques lignes sur ce qu'on a appelé la marche de la mort. 17 janvier 1945, lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'Appel, une température glaciale, moins 15 degrés, un sol enneigé, nous fait vivre un hiver le plus rude depuis 1943. Depuis une heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens, d'un bloc à l'autre, avec sifflet et matraque pour nous pousser dehors. Nous étions autorisés à nous munir d'une couverture. La longue colonne s'ébranle vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent, il fait trop froid pour parler, de toute façon, que dire. Nous franchissons donc le grand portail, encadré par les SS, le fusil en bandoulière. Une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne qui s'étire probablement sur des centaines de kilomètres avance sous les ordres des SS. La nuit tombe vite, cette première journée, ni nourriture ni boisson. Nous arrivons dans un village, les SS nous poussent brutalement dans une grange où nous sommes littéralement entassés les unes sur les autres. Après quelques courtes heures de sommeil, alors que le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange pour reformer la colonne. De nombreuses camarades ne s'en sortiront pas, elles sont mortes dans la nuit. Le froid reste très vif, la neige toujours présente, gelée et glissante. Il faut rester debout et marcher.
Je me serre contre mon amie Marie pour garder mon équilibre. Nombreux sont celles qui, à la traîne, à bout de force, s'écroulent sur la route. Elles sont vite repérées et achevées d'une balle dans la nuque. Nous traînons les pieds de jour en jour, fatigués, frigorifiés, affamés. Et après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrer les unes contre les autres, et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons au camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres couverts de neige, mais qu'importe, nous avons cessé de marcher. Après nous être traînés sur cette route qui n'en finissait pas, nous sommes Marie et moi vivantes, mais des centaines, voire des milliers manquent à l'appel. Notre marche s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération au camp de Mauthausen en Autriche le 5 mai 1945. Donc nous sommes arrivés dans ce camp de Bergen-Belsen, qui était un véritable mouroir à ciel ouvert, avec des épidémies de typhus. Enfin, ça a été quelque chose les baraques étaient remplies de cadavres que les Allemands n'évacuaient même plus. Pour vous dire que le camp a été libéré le 15 avril 1945 par les Anglais. Donc ils ont réussi quand même à sortir des survivants et ils ont passé le camp au lance-flammes pour éviter les épidémies, pour vous dire dans quel état était ce camp de Bergen-Belsen. Et là, on est resté très peu de temps parce que vous aviez encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines dans le sud de l'Allemagne, travailler dans les usines d'armement. Alors on a été encore sélectionnés à une centaine de femmes. Et là, vous voyez, le transport des Juifs était prioritaire parce qu'ils ont encore trouvé un train. Alors là, il y avait le problème, c'est qu'on a quitté donc Auschwitz le 17 janvier 1945, et les Russes, un petit contingent de Russes à cheval, sont arrivés tout à fait par hasard à Auschwitz, hein, et ils ont libéré, enfin, le camp a été libéré le 27 janvier, 10 jours après. Alors, vous voyez, ils avançaient vite, hein, les Russes. Et alors là, évidemment, quand on nous a mis dans ces wagons à bestiaux, vous aviez les Russes qui bombardaient les rails d'un côté, vous aviez les Alliés qui bombardaient de l'autre, et nous étions enfermés dans ces wagons à bestiaux. On disait bien, on sentait vraiment que c'était la fin de la guerre en disant on va mourir sur les bombes des Alliés. Hein. Alors finalement, ils nous ont quand même mis sur des voies de garage parce qu'ils ont quand même réparé. Hein, vite fait, ils ont réparé les gares pour nous transporter. Et nous sommes arrivés au bout de quelques jours au camp de Flossenburg, qui était dans le sud de l'Allemagne. Et là, ils nous ont mis dans un petit camp annexe, mais là, on n'a jamais été travaillé parce que tous les camps avaient pratiquement été libérés, tout avait été pratiquement bombardé. Alors on est resté là jusqu'à fin avril, 45, même pas, un peu moins. On est resté jusqu'à la mi-avril 1945, donc dans ce camp de Flossenburg. Et là, ils ont encore trouvé un train qui nous a emmenés pendant pratiquement pas tout à fait une semaine. On a fini par arriver au camp de Mauthausen en Autriche. Et là, au camp de Mauthausen, donc, on est parti à pied. On a traversé plusieurs villages autrichiens. Il y avait les gens qui étaient sur leur pas de la porte qui nous envoyaient des pierres quand on avançait. Puis, quand il y a eu la libération des camps, ils ne savaient pas qu'il y avait un camp à côté de chez eux. Et puis finalement, on est arrivé au camp de Mauthausen, où là, on nous a mis sur la place d'appel. Alors là, c'était plus des SS qui nous gardaient, c'était des Allemands qu'ils avaient réquisitionnés à la dernière minute à Certenoche, qui remplaçaient les SS, qui avaient été envoyés pour finir la guerre, parce que jusqu'au dernier jour, ils étaient persuadés qu'ils allaient la gagner. Alors on nous a mis sur la place d'appel en nous disant de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors on s'est regardé, on nous dit, bon ça va, les douches on connaît, hein. Alors ils ont commencé à parlementer, on a dit écoutez, nous il n'est pas question de prendre des douches. Il dit ben oui, mais vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies de typhus, ce sont des vraies douches. Alors on a dit de toute façon on ne veut pas savoir, nous si on doit mourir, on va mourir debout sur la place d'appel, mais on n'ira pas aux douches. Et là on est resté pendant des heures sur la place d'appel sans bouger. Et puis finalement arrivé en fin de soirée, ils nous ont propulsés en contrebas du camp où il y avait 2 baraques vides. Ils nous ont mis là-dedans. Alors on devait être une cinquantaine de femmes, pas plus. Et tous les matins, on avait l'appel. Et vous voyez, là on est arrivé pratiquement sur la fin avril. Hein. Et tous les matins, on avait l'appel, de moins en moins de nourriture. Alors l'appel, c'était vite fait, hein, parce qu'on n'était pas nombreuses. Hein. D'ailleurs, ça a été le seul transport de femmes qui est arrivé à Mauthausen. Il n'y en avait jamais eu avant. Et là, on l'a eu que, bon...
on a survécu comme ça, comme on a pu, jusqu'au 5 mai 1945. Et là, le 5 mai 1945, on a eu l'appel le matin. Ça a été vite fait, là. On a eu l'appel le matin. On est rentré dans nos baraques, sur nos paillasses, à se lamentant, en disant bon, maintenant, on va finir ici, hein, parce qu'on se rendait bien compte qu'ils ne pouvaient plus nous envoyer nulle part. Et puis, dans l'après-midi, déjà le matin, je ne voulais pas sortir à l'appel. J'ai dit à Marie, ça sert à quoi? De toute façon, comme on va finir ici, j'ai plus envie de me lever. Vous voyez, autant j'avais essayé de tenir le coup, puis là, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais baissé les bras en disant, c'est fini, on restera ici. Et puis finalement, à 1h de l'après-midi, on était dans cette petite cour qui était devant nos baraques. Il y avait du soleil, alors on essayait de se réchauffer un petit peu au soleil. Et puis en levant la tête, on a vu un drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Et là, on a vu descendre les premiers déportés en courant vers nous, en disant ne restez pas là. Les Allemands ont ouvert les portes en disant qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient fusiller tout le monde, qu'ils allaient miner le camp, qu'il ne fallait pas laisser de survivants. Alors en disant ne restez pas là, essayez de sortir parce que c'est sûr qu'ils vont arriver jusqu'ici. Et puis ils ont dit nous on s'en va, si vous voulez vous nous suivez, mais on ne vous attend pas. Alors évidemment ils sont partis, on est resté là un petit moment avec quelques femmes à discuter en disant qu'est-ce qu'on fait. Alors il y a Marie, elle me dit écoute, de toute façon mourir pour mourir, si les portes sont ouvertes, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Je lui dis oui, mais si on sort, les Allemands ils vont nous attendre de l'autre côté des barbelés, ils vont nous tirer dessus. Il dit de toute façon, qu'est-ce qu'on risque, hein? De toute façon, mourir d'une façon ou d'une autre, on peut essayer de tenter quelque chose. Donc on est sortis avec 4 ou 5 femmes qui nous ont suivis. Et puis on a longé un sentier pendant quelques temps. Enfin, j'ai plus la notion du temps pour vous dire combien de temps ça a duré. Et puis là, on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment. C'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient dans ce couvent, dans cet hôpital. Alors ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés dans leur baraque dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait rien avaler. On est resté là, pratiquement dans le coma. Et puis le 8 mai 1945, les Allemands ont capitulé. Donc la guerre était terminée. Et là, il y a une partie d'un régiment américain qui est venu occuper cet hôpital. Donc ils sont venus nous récupérer. Donc ils ont commencé évidemment à nous désinfecter. Ensuite, ils nous ont fait prendre une douche. Ils nous ont pesé. Alors, je pesais plus que 32 kilos. Il était temps que ça se termine. Et là, ils nous ont passé des examens un peu plus approfondis. On avait attrapé le typhus parce que les deux baraques où on était, c'était l'ancienne infirmerie du camp de Mauthausen. Alors on est resté, on a été soigné dans cet hôpital militaire. Alors la chance qu'on avait, c'est que dans toutes les armées, il y a des médecins militaires. On a été soigné jusqu'à fin mai 1945 dans cet hôpital. Et ensuite, quand on tenait à peine debout, on a été rapatrié dans un avion militaire sur Villacoublay. Et là, il y a un car qui est venu nous chercher, qui nous a emmenés à l'hôtel du Tessia. C'était un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les survivants. Je continuerai, enfin si on a du temps, si vous avez des questions à poser. On va poser vos questions. On va poser vos questions. Madame Seynaud, merci beaucoup pour ce témoignage d'une préciosité incomparable. Nous avons quelques minutes pour les questions de l'audience et du public. Donc, si vous voulez vous approcher des micros qui sont dans les couloirs, c'est
Bonjour et merci beaucoup pour votre témoignage qui, je pense, restera gravé pendant longtemps à tout le monde ici dans cette salle. Désolée pour Je m'excuse, je n'avais pas entendu. Vous pouvez me répéter la question? Pardon pour les problèmes techniques. Si vous entendez mieux que moi, vous pouvez peut-être me répéter la question. Les problèmes de son. Je m'excuse, Jean. Je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est vraiment très fort et qui, je pense, sera gravé à jamais pour nous tous et qui sera une expérience très importante pour nous en tant qu'étudiants à Sciences Po. Je me posais la question vis-à-vis, parce que vous avez raconté comment survivre Auschwitz, et je me posais la question de comment on vit l'après-Auschwitz. Comment fait-on pour se reconstruire après avoir vécu l'extrême violence et l'extrême déshumanisation? Du coup, voilà, merci. Bien, c'est-à-dire le retour pour les survivants qu'il y a eu n'a pas été le même pour tout le monde. Hein. Vous aviez des personnes qui sont revenues. Bon, quand on est passé à l'hôtel du Tessia, on nous a fait des papiers d'identité provisoires. On nous a fait passer une petite visite médicale assez sommaire. Ceux qui étaient très malades ont été envoyés des hôpitaux, les autres sont restés. Ensuite, les gens passaient dans un bureau. Alors, vous aviez des centaines de gens qui attendaient devant l'hôtel du Tessia avec des photos. À chaque fois qu'il était annoncé qu'il y avait des survivants qui revenaient, évidemment, les familles qui étaient là venaient voir s'il y avait quelqu'un de leur famille qui revenait. Alors ils rentraient, et puis ceux qui avaient de la chance de retrouver de la famille passaient dans un bureau, on leur donnait un petit peu d'argent en disant maintenant vous avez le papier d'identité, vous avez de la famille qui est venue vous récupérer, vous avez un peu d'argent, maintenant vous rentrez chez vous. Alors vous savez, on s'attendait quand même à un autre accueil. Alors évidemment, il y avait le problème, mon amie Marie qui était revenue avec moi, puisqu'on a été les deux seules survivantes à revenir. Elle avait été fiancée avant la guerre, son fiancé venait régulièrement, et puis là, effectivement, ce jour-là, il était là. Donc elle a suivi le processus pareil. Et moi, on était quelques adolescents, j'avais un problème. Moi, j'ai été déporté à 15 ans, je suis revenu, j'en avais pratiquement 17, et la majorité était à 21 ans. Donc, ils ne pouvaient pas nous envoyer dans la nature, hein, puisqu'il n'y avait personne qui venait nous chercher. Alors, ils nous ont dit, écoutez, vous restez là, dans 48 heures, sous 48 heures, il y a des organismes qui vont venir vous récupérer si personne ne vient vous chercher. Alors, Marie est partie avec son fiancé, et puis elle m'a dit, écoute, dans 48 heures, on reviendra pour voir où c'est que tu es parti, qui c'est qui est venu te chercher. Et alors, évidemment, au bout de 48 heures, il y a un organisme qui est venu, qui s'appelait l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Et quand je leur ai demandé où c'est qu'ils allaient nous emmener, ils nous emmenaient de nouveau dans un orphelinat. Alors j'ai dit, vous savez, je connais, hein. À 17 ans, j'avais plutôt l'air d'une vieille femme que d'une adolescente. Je dis, moi, il n'est pas question, hein, l'orphelinat, je connais. Si je dois me débrouiller, je me débrouillerai toute seule, mais je n'irai certainement pas avec vous. Et puis sur ces autres fêtes, évidemment, Marie est arrivée. Et puis quand elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, écoute, ça va comme ça. Elle me dit, tu viens avec moi. Je suis sorti. Si j'avais voulu sortir même pendant les 48 heures, mais pour aller où? J'aurais pu sortir, hein, vous savez. Ils ne tenaient pas tellement à nous garder, surtout que nous, quand nous sommes arrivés, on était pratiquement les dernières à revenir, hein, parce que tous les camps avaient été libérés à partir du mois d'avril. Alors finalement, son fiancé avait un studio, il est parti habiter chez ses parents, il nous a laissé ce petit studio. On est resté pratiquement une semaine à essayer de réagir parce qu'on ne comprenait pas. Vous savez, quand on est revenu, on avait l'impression qu'on dérangeait. On avait l'impression, vous savez, dans l'indifférence totale, ça faisait 1 an que la France était libérée. Vous savez, ils ne s'attendaient pas du tout à qu'on revienne avec toute la misère sur le dos. Et puis finalement, au bout d'une semaine, j'ai dit à Marie, tiens, je voudrais bien retourner dans mon quartier pour voir, peut-être qu'il y a quelqu'un de ma famille, mais enfin, toujours on se fait des illusions, qui sont peut-être revenus. Donc on est partis toutes les deux dans ce quartier de Belleville. Alors évidemment,
on n'avait pas les cheveux qui avaient tellement repoussé. Hein. Bon, on avait peut-être pris quelques kilos, mais enfin, pas suffisamment pour avoir l'air d'une personne normale. Alors évidemment, dans la rue, il y a eu un petit attroupement des gens qui sont venus vers nous en nous disant « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous ». Alors on a commencé à vouloir parler de ce qui nous était arrivé. Là, on lisait l'incrédulité dans leurs yeux en disant mais ils nous écoutaient, puis on voyait qu'ils ne comprenaient pas. Et puis finalement, ils ont commencé à nous dire vous racontez n'importe quoi, vous mentez, comment est-ce qu'on peut raconter des histoires pareilles, ça n'a jamais pu exister. Enfin, vous savez, ça a été quelque chose d'affreux. Et il y a un monsieur qui nous a regardés en nous disant vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour venir et pas les autres? Alors on a fini par être culpabilisés d'être revenus. Alors je vous dis, on est revenu dans l'indifférence totale. Alors vous dire le retour, ceux qui ont eu de la chance de retrouver de la famille, évidemment, ils ont été dorlotés, chouchoutés. Bon, ils ont certainement dû avoir une réadaptation beaucoup plus facile. Moi, je me suis retrouvée toute seule et puis au bout de quelques mois, mon amie s'est mariée, elle avait largement l'âge de se marier. Alors évidemment, la cohabitation à trois, c'était pas évident, hein. Alors, il y a la première association qui a commencé à fonctionner, qui s'appelait la FNDRP, qui a commencé à fonctionner à partir de 1945, quand il y a eu les premiers déportés qui sont venus. Et là, chaque camp avait un petit bureau où il y avait 2 personnes. Donc, il y avait un bureau qui s'appelait l'Amicale d'Auschwitz, où il y avait Louise Alcan, qui avait été déportée, qui s'occupait donc de cette amicale, et puis il y avait une assistante sociale. Alors, quand j'étais les trouvant, en leur expliquant que, évidemment, ce qui m'est arrivé, que je ne savais pas où aller, alors ils m'ont trouvé un petit studio dans le 11e arrondissement, en me disant, maintenant, ils m'ont donné un peu d'argent, en me disant, maintenant, il faut que tu cherches du travail. Alors, vous savez, dans l'état psychique et physique où j'étais, vous savez, comme je vous ai dit, j'ai quitté l'école, j'avais 12 ans et demi, avec un certificat d'études pour trouver du travail. Quand je me présentais, on me demandait des références, c'est pas évident pour fournir des références dans ces conditions-là. Alors évidemment, j'ai traîné comme ça pendant quelques mois. Alors je retournais à rue Leroux parce qu'ils avaient ouvert un dispensaire qui nous suivait, parce qu'on est revenu avec pas mal de pathologies, hein. Alors évidemment, pour nous faire dormir, c'était des cachets, des tranquillisants, ce qu'ils avaient sous la main. Et puis finalement, un soir, j'ai baissé les bras. Vous voyez, chose que j'avais jamais envisagée, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont suicidées à Birkenau. Et moi, mon idée, c'était de revenir. Hein. C'était pas de mourir là-bas. Et là, devant l'indifférence totale des gens, devant l'oubli complet, j'ai fini par avaler mes boîtes de cachets. Je me suis retrouvé dans un hôpital pendant 6 mois. Alors, vous savez, dans ce genre d'hôpitaux, on vous drogue, vous dormez, vous vous réveillez de temps en temps. Et puis de temps en temps, vous savez, quand je refaisais surface, je me suis rendu compte, alors là, ils m'ont changé quand même de service. Et au bout de 6 mois, quand même, ils ont certainement trouvé un traitement qui allait bien. Donc j'ai réussi à sortir de cet hôpital. Donc je suis retourné là-bas à l'amicale de Schwytz. Alors là, évidemment, ils m'avaient suivi, ils avaient continué à payer le loyer de ce petit studio. Et puis ils m'ont dit, écoute, maintenant, t'arrêtes tes bêtises, hein, tu reprends ta vie en main et tu cherches sérieusement du travail. Alors là, quand même, j'avais les cheveux qui avaient repoussé, j'avais quand même une allure plus normale, si vous voulez. Alors j'ai commencé à faire les petites annonces, évidemment, sans résultat. Et puis un jour, j'ai trouvé une annonce dans un journal où ils demandaient une vendeuse dans un magasin de couture. Je vais encore essayer. Parce que vous savez, à chaque fois que j'allais là-bas à l'amicale, j'avais toujours l'impression que j'allais faire la mendicité. C'était pas mon genre, hein. Et puis finalement, je me suis présenté donc à cette petite annonce. Il y a une dame qui m'a reçu, évidemment, qui a commencé à me demander mes références. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de références. Puis j'ai commencé à lui expliquer un petit peu ce qui m'était arrivé. Alors elle me dit, écoutez, moi je suis embêtée. Elle me dit, on cherche une vendeuse confirmée. Elle dit, moi je ne peux pas prendre de responsabilité. Elle me dit, je vais en parler à la direction. Si vous voulez revenir demain, on verra. Alors je suis revenu le lendemain. Elle m'a dit, écoutez, il va vous prendre à l'essai pendant 1 semaine pour faire de la manutention. Alors elle me dit, est-ce que vous pouvez faire ça? Je dis, oui, la manutention, vous savez, replier des vêtements, raccrocher les vêtements, puis faire un peu de ménage, ça, je pouvais le faire. Alors je suis resté 1 semaine dans ce magasin, et puis à la fin de la semaine, cette dame est revenue me voir en me disant, on est ennuyé parce qu'il y a une vendeuse qui est malade, qui n'a pas pu venir. Est-ce que vous pouvez essayer de la remplacer? Je dis, je vais toujours essayer, parce que je les écoutais quand même quand elle parlait.
Il faut croire que j'ai fait l'affaire parce que je suis quand même resté 8 ans dans ce magasin. Alors, ben là, je commençais déjà à revivre un peu normalement, si l'on peut dire, parce que dans la journée, bon, ben, j'avais mon travail, j'avais mon studio, j'avais des collègues. Bon, enfin, finalement, je commençais, mais vous savez, quand je me retrouvais le soir tout seul, vous savez, j'avais qu'une angoisse de retomber dans la déprime, parce que vous savez, tout défilait dans ma tête. Vous savez, quand on a été à Auschwitz, on a l'impression qu'on n'en est jamais sorti. Alors, vous savez, je prenais sur moi-même pour dire, bon, j'avançais petit à petit. Et puis, arrivé au mois d'août, donc là, c'était déjà en 48, je venais d'avoir 20 ans. Il y a une collègue avec qui j'avais sympathisé, elle me dit, oh, tiens, j'ai l'occasion de partir en vacances à Saint-Brévin-les-Pins, à côté de Nantes. Elle dit, mais on me propose un petit appartement, mais elle me dit, moi toute seule, je ne peux pas payer le loyer, est-ce que tu viendrais avec moi? Parce que le magasin fermait au mois d'août. Oh, je dis oui, là, pour payer la moitié du loyer, donc on est partis toutes les deux. Alors ça a été mes premières vacances. Alors là, c'était formidable, mais enfin, il y avait toujours le problème de mon tatouage. Vous savez, à l'époque, c'était pas à la mode. Alors, on a eu pas mal de petites réflexions là-dessus, en nous demandant si c'était notre numéro de téléphone ou si c'était un billet pour la loterie nationale. Vous voyez, ce genre de réflexion. Alors, évidemment, quand on est arrivé au mois de juin, c'était l'été. Alors, évidemment, on mettait toujours une petite écharpe pour cacher le numéro. Alors, évidemment, quand on s'est retrouvé sur la plage à 20 ans, vous savez, tout un petit groupe de jeunes se sont formés. J'avais toujours un petit truc qui me cachait vous voyez, par-dessus mon maillot de bain. Et puis finalement, on est resté comme ça avec notre petit groupe. Donc le soir, on sortait, on allait au cinéma. Enfin, vous voyez, comme tous les jeunes de notre âge à l'époque. Et puis dans ce groupe qui s'est formé, il y a un jeune homme qui était là, parmi ce petit groupe, avec qui j'avais sympathisé. Puis on a fini par se marier. Alors, je me suis marié en 48. J'ai eu 3 enfants. J'ai 6 petits-enfants. J'ai 6 arrière-petits-enfants, et pour moi, ça a été une revanche sur la vie, parce que vous voyez, j'ai quand même, avec beaucoup de difficultés, mais enfin réussir à reconstruire toute une famille. Quand vous pensez qu'un fou sanguinaire comme Hitler... Et j'ai une famille formidable, et qui ont tous très bien réussi, vous voyez, qu'on fait des études. J'ai mon fils aîné qui est devenu professeur d'histoire. J'ai un petit-fils en Ardèche qui est professeur d'histoire. J'ai un de mes fils qui est devenu maire de Saclay. Vous voyez que j'ai une arrière-petite-fille qui est à Sciences Po à Grenoble. Alors, vous voyez, j'ai quand même réussi à fonder une famille formidable avec une très belle réussite. Alors, si vous permettez, évidemment, ça vous concerne un petit peu parce que si nous, à notre âge, on se permet... On a encore le courage de venir témoigner pour justement raconter ce qui nous est arrivé et qu'on ne soit pas, comme t'avait dit ma soeur, qu'on ne soit pas les oubliés d'histoire. J'ai écrit un petit texte, que ça vous concerne pour des choses, peut-être pas pour d'autres. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Et c'est à vous, les enfants, que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme. Et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous nous faisons confiance, vous êtes notre avenir. Ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance, de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger le plus longtemps possible.
Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Sonneau, de votre témoignage. Merci à vous tous d'être venus entendre et d'être maintenant des témoins et vous-même de devoir porter le devoir de mémoire. Bonne soirée.